150 000 manifestants aujourd'hui selon les organisateurs, 12 000 selon une source policière à BFM TV et 14 045 précisément selon Occurrence. Nouvelle journée de manifestations et de grèves dans toute la France. Il y avait entre 1,2 et 2,8 millions de manifestants partout en France hier. À chaque manifestation, c'est pareil, un écart énorme entre les chiffres avec deux camps qui s'opposent. D'un côté, les syndicats qui organisent la mobilisation et qui ont forcément intérêt à la présenter comme un succès, et de l'autre, eh bien, des instances de l'État qui gèrent les forces de l'ordre et qui pourraient avoir intérêt à minimiser l'ampleur de la manifestation. Alors hier, pour la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, on est sur un rapport du simple au double dans toute la France, 1,27 million de manifestants selon le ministère de l'Intérieur, 2,8 millions selon les syndicats. Dans certaines villes d'ailleurs, l'écart est encore plus fort. À Paris par exemple, hier, où j'ai fait un live d'ailleurs sur TikTok pour couvrir la manifestation en direct, il y avait 87 000 manifestants selon la police et près de 500 000 selon la CGT, donc plus de 5 fois plus. Et parfois d'ailleurs, on atteint des écarts assez étonnants. En 2017 par exemple, lors d'une manifestation à Marseille contre la réforme du droit du travail, il y avait eu 13 fois plus de personnes selon les organisateurs que selon la police. 13 fois plus de personnes, ça fait quand même beaucoup de différence. Ça vaut le coup du coup de se poser sur tout ça. Qui faut-il croire? Comment fonctionnent ces décomptes? C'est ce qu'on va voir ensemble et c'est le sujet principal des actus du jour aujourd'hui. Bon, déjà il faut préciser que les méthodes pour compter les manifestants, elles sont très différentes des deux côtés. Du côté des autorités d'abord, pour commencer, en fait on repose sur des policiers qui sont installés en hauteur à la fois au départ de la manifestation et à mi-parcours. Ces policiers, ils sont placés en hauteur et ils utilisent des compteurs à main. En fait, c'est des petits outils sur lesquels il faut cliquer à chaque fois qu'il y a un groupe, en l'occurrence de 10 manifestants. Et à ce chiffre, en fait, ils ajoutent 10% d'augmentation pour prendre en compte notamment de potentielles erreurs. Ça, c'est donc pour le décompte le jour J. C'est les chiffres du coup qui sont annoncés par le ministère de l'Intérieur le soir des manifestations. Et ensuite, dans les jours suivants, un recomptage est fait en vidéo pour vérifier et s'assurer qu'il n'y a pas eu d'immenses erreurs. Du côté des syndicats, pour compter, on croise différents éléments comme la longueur du cortège des manifestants, donc la longueur tout simplement du défilé pour dire les choses comme ça, la largeur des rues ou encore la taille des places par laquelle passe la manifestation. On compte aussi la vitesse moyenne du cortège des manifestants et avec tout ça, eh bien, on essaie de faire un calcul pour voir du coup combien de manifestants étaient présents. Une fois qu'on a dit tout ça, laquelle de ces deux méthodes est la plus fiable? Eh bien, chacune a des défauts. La méthode de la police repose sur une appréciation humaine et donc il y a forcément des risques d'erreur ou de déconcentration. Imaginez-vous, les agents en hauteur doivent scruter le cortège pendant plusieurs heures, ça peut amener forcément à des biais ou à des erreurs, sachant que typiquement la manifestation d'hier qu'on a couvert à Paris, elle a duré, comme c'est le cas quasiment à chaque fois, environ toute l'après-midi. De son côté, et je rentre pas dans les détails, mais la méthode des syndicats ne tient pas compte de différences de densité de manifestants. En effet, le cortège peut être très dense en début de manifestation sur une place par exemple, et très clairsemé un peu plus tardivement. Alors en 2014, une commission qui a été lancée, il faut quand même le noter, par la préfecture de police de Paris, mais censée être indépendante, était composée notamment d'un responsable de l'INSEE, qui est un institut donc de statistiques, ainsi que d'un chercheur en sciences politiques. Et en fait, ils avaient travaillé sur ces méthodes de calcul pour voir quelle était la plus fiable. Cette commission, organisée donc, je le dis, par la préfecture de police, mais censée être indépendante, avait conclu que la méthode de la police était la moins imparfaite, même si elle présente aussi clairement ses limites. Dans tous les cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aucune de ces méthodes n'est parfaite et les deux peuvent entraîner soit des erreurs, soit des biais qui soient volontaires ou non, quand le calcul et l'estimation sont faites comme ça par des individus avec différentes façons de compter. En l'occurrence, vous l'avez peut-être vu depuis quelques temps, quelques années, plus précisément depuis 2017, eh bien certains médias se basent sur un comptage qui est réalisé par une entreprise privée. Cette entreprise, elle s'appelle Occurrence. Comment est-ce qu'elle fonctionne? En fait, elle fonctionne avec des capteurs électroniques positionnés dans une rue par laquelle passe la manifestation et qui seraient capables donc de compter les passages et donc les manifestants dans le cortège. Et avec ça, ils vont croiser aussi avec des mini-comptages manuels sur certains échantillons pour tenter donc d'avoir une estimation du nombre de manifestants présents à un moment précis. Alors sur 40 manifestations qui ont eu lieu dans le passé, eh bien les chiffres de ce cabinet privé Occurrence étaient entre 15 à 20% au-dessus de ceux relevés par les autorités, donc par la police, mais ils étaient par contre donc très en dessous des chiffres communiqués par les syndicats. Et d'ailleurs cette troisième méthode aussi, elle a certes
certains défauts, il faut quand même les souligner. Par exemple, elle ne prend pas en compte les éventuelles divergences dans la manifestation. Par exemple, quand il y a une manifestation, mais d'un coup, certaines personnes vont dans la rue à gauche, alors que les 80% on va dire du reste de la manifestation va dans une rue à droite. C'est des choses qui peuvent arriver et qui ne sont pas prévues dans le trajet au départ. Puis certains estiment que le fait que ce soit fait par une entreprise privée, eh bien ça peut poser problème. Et d'ailleurs, il y a eu des attaques politiques dans ce sens. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon a accusé il y a quelques jours ce cabinet d'être, je cite, macroniste. En tout cas, hier, peu importe la source des chiffres, les méthodes de décompte ou autres, le message était assez simple à analyser puisque la mobilisation était très importante, plus importante d'ailleurs que lors de la première manifestation du 19 janvier. Et ça d'ailleurs, ça vaut pour les chiffres de la police, pour les chiffres des manifestants. Oui, il y avait des écarts entre ces modes de décompte, mais tous étaient d'accord pour dire qu'il y avait une montée en puissance du mouvement. Et c'est donc peut-être la véritable tendance qu'il faut retenir cette semaine. En tout cas, voilà pour cette question qui revient très souvent. Je laisse la parole à Paul pour les actualités en bref. Merci Hugo, hello tout le monde. Première actu, la France n'est pas le seul pays d'Europe où il y a des manifestations et des grèves en ce moment, il y a aussi le Royaume-Uni. Alors pas pour les mêmes raisons, là-bas c'est pas une réforme en particulier qui provoque la colère, il y a plein de raisons et l'une des principales revendications c'est une augmentation des salaires et une mobilisation particulièrement forte dans plein de secteurs, chez les enseignants, chez les cheminots, donc les personnes qui travaillent dans le ferroviaire et chez les fonctionnaires. La mobilisation est en tout cas historique, le mouvement a concerné plus de 500 000 personnes, plusieurs milliers d'écoles étaient fermées, c'est décrit tout simplement comme la grève la plus massive depuis 10 ans. Ça s'inscrit dans un contexte notamment de forte augmentation des prix. Au Royaume-Uni, il y a eu une hausse des prix de 10% en un an en moyenne, contre 6% en France en moyenne. L'inflation est plus forte là-bas. Le problème, c'est qu'en parallèle de cette hausse des prix, les salaires n'augmentent pas autant. Donc une grande partie de la population a vu son niveau de vie et son pouvoir d'achat diminuer. Deuxième actu qui est aussi lié à la hausse des prix en Europe, ça se passe en Espagne. Là-bas, le salaire minimum va augmenter de 8% et passer à l'équivalent de 1260 € par mois sur l'année. Et en fait, il faut noter que ça se fait dans un contexte qui est plus large que juste l'inflation actuelle. Le contexte, c'est que depuis plusieurs années, le salaire minimum en Espagne était l'un des plus faibles des pays de l'Union européenne. Et donc, c'est une volonté du gouvernement de gauche en place actuellement en Espagne, depuis son arrivée au pouvoir en 2018, de faire progresser le salaire minimum. Le gouvernement souhaite que le salaire minimum atteigne au moins 60% du salaire espagnol moyen. C'est en fait ça l'une des recommandations de la Charte sociale européenne pour que toutes les personnes en Europe puissent avoir un niveau de vie décent. Et donc, depuis 2018, le gouvernement espagnol de gauche a augmenté de 47% le salaire minimum. Il atteint donc maintenant 1260 € brut par mois. En France, pour vous donner une comparaison, le SMIC est de 1709 € brut par mois. C'est le 5e plus haut salaire minimum dans l'Union européenne selon Eurostat. Il a augmenté de 6,6% sur un an. Troisième actu, les ventes de voitures électriques ont atteint un niveau record dans l'Union européenne en 2022 puisqu'elles ont représenté 12% des ventes totales de voitures neuves. Ça représente une hausse de près de 30% par rapport à 2021. Alors il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette hausse des ventes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Commission européenne a pour projet d'interdire la vente de voitures à moteur thermique en Europe d'ici 2035, donc les voitures à essence ou au diesel. Pour anticiper ça, les constructeurs de voitures ont fortement agrandi leur offre de voitures électriques, avec plus de modèles et des modèles aussi plus accessibles en termes de prix. Et en plus de ça, il faut noter que plusieurs pays, dont la France d'ailleurs, ont mis en place des aides financières pour ceux qui voudraient acheter des voitures électriques. Quatrième actu, c'est une bonne nouvelle pour une espèce menacée d'extinction. Les scientifiques ont découvert la présence de 2 chats de Pallas près du mont Everest, au Népal, à une altitude de plus de 5000 mètres. Alors le chat de Pallas, c'est une espèce de chat très particulière, capable de résister à des températures allant jusqu'à moins 50 degrés, avec un pelage qui est particulier. Jusqu'ici, on pensait que cette espèce n'était présente qu'en Russie et en Asie centrale. On ignorait qu'il y en avait au Népal, et on ignorait qu'il y en avait à une telle altitude, et ça pourrait permettre donc de mieux lutter contre l'extinction de cette espèce. Dernière actu, c'est une histoire assez folle en Australie qui a beaucoup agité le pays ces dernières semaines. Mi-janvier, un camion d'une grande entreprise minière qui s'appelle Rio Tinto a égaré une petite capsule alors qu'elle était transportée entre 2 villes australiennes. Problème, cette capsule était extrêmement radioactive, donc s'en approcher ou la toucher pouvait provoquer des brûlures potentiellement catastrophiques. Et le truc, c'est que le trajet qu'a fait ce camion a été long de plus de 1400 km, alors que la capsule, elle, mesure moins de 8 mm. C'était littéralement donc une aiguille dans une botte de foin. Pendant plusieurs jours, des centaines de kilomètres de route ont été minutieusement fouillés pour essayer de la retrouver. Et finalement, ce mercredi, les autorités ont annoncé que la capsule avait été retrouvée
retrouvée au bord d'une route déserte, finalement juste à côté de la mine d'où elle avait été transportée. Donc la population locale est rassurée. Merci beaucoup Paul. Alors le débat hier c'était le suivant, soutenez-vous la mobilisation contre la réforme des retraites? Vous êtes une immense majorité à soutenir le mouvement, vous le voyez avec les résultats qui s'affichent actuellement à l'écran. Quant au débat aujourd'hui, eh bien c'est le suivant, la France doit-elle augmenter le SMIC, donc le salaire minimum? Et ça se passe directement dans l'onglet communauté de cette chaîne YouTube. Pensez au passage donc à vous abonner, je ne sais pas encore le cas, pour ne pas louper les vidéos suivantes. Pour mieux comprendre le débat sur la réforme des retraites aussi, je vous renvoie à la vidéo qu'on a postée sur notre chaîne YouTube principale, que je vous mets directement en description. Vous êtes nombreux à pas être abonnés à cette chaîne principale, donc n'hésitez pas. Enfin, je vous l'ai dit, on était en live hier sur TikTok pour couvrir la manifestation. On va faire d'autres lives comme ça dans les prochains jours, sur différents événements d'ailleurs, des manifestations, mais aussi d'autres choses pour couvrir comme ça des événements en direct. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur TikTok. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.